Bienvenue dans les coulisses de Reporter, le média de l'écologie. Découvrez la fabrique de nos enquêtes avec celles et ceux qui les font. Bonjour, je m'appelle Lorraine Lavocat et vous écoutez les coulisses de Reporter. Aujourd'hui, on parle chien, chat et écologie, car nos amis à quatre pattes sont loin, très loin d'être sobres en carbone. En cause, leur alimentation. Un toutou dévore tous les ans l'équivalent de 164 kilos de viande, ce qui rejette au passage autant de gaz à effet de serre que 2 Toyota Land Cruiser parcourant chacune 10 000 kilomètres. Un sujet encore peu connu et mal documenté sur lequel s'est penché Emmanuel Clévenot. Bonjour. Bonjour Lorraine. Tu es journaliste à Reporter et auteur donc d'une enquête sur l'impact écologique de la pet food, la nourriture pour animaux de compagnie. Alors comment t'es venue l'idée de t'intéresser à ce sujet ? Alors ça remonte à juin 2022 et c'est à cette époque qu'on avait publié sur Reporter une grande enquête sur la démographie. Faut-il faire moins d'enfants pour sauver la planète ? Et assez étrangement, on avait reçu quelques jours plus tard sur la boîte mail de Reporter la réaction d'une lectrice qui nous écrivait que les animaux de compagnie, eux aussi, consommaient beaucoup de viande, eux aussi avaient un impact sur l'environnement et qu'il fallait qu'on s'intéresse à cette question qui était assez peu abordée finalement dans les médias. Et donc à la lecture de ce mail, moi-même j'ai réfléchi, j'ai arrêté de manger de la viande, mais quand je sers des croquettes à mon chat, finalement j'y pense pas vraiment. Je pense pas au fait que ça soit de la viande et que ça a un impact sur l'environnement. Et donc on a voulu fouiller cette question-là. Combien de viande consomment-ils ? Quel impact ils ont sur l'environnement ? Et finalement quelle forme de viande compose ces croquettes ? Alors tu as rencontré pas mal de difficultés à trouver des données sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la quantité de nourriture produite et même sur ce que contiennent certains aliments pour animaux. Comment est-ce que tu expliques toutes ces difficultés et comment tu t'y es pris ? Au même titre qu'il y avait assez peu d'articles journalistiques, il y avait très peu d'études scientifiques tout simplement. Il a fallu vraiment fouiller sur Internet à la recherche de sources ouvertes. Donc les sources ouvertes, c'est toutes les données qu'on a en accès libre, soit sur Internet, soit dans des livres. Et en fait, cette question est très peu abordée également par les chercheurs eux-mêmes. Et on n'a trouvé qu'une seule étude. On a fini par trouver une étude d'un géographe américain de l'université Californie-Los Angeles qui s'appelle Gregory Hawkins. Et c'était une étude parue en 2017. Et donc, pour la première fois, ce chercheur évaluait la consommation d'énergie et de produits d'origine animale des animaux de compagnie exclusivement aux États-Unis et l'impact finalement que ça avait sur l'environnement, etc. Donc ça a été une source très précieuse parce que il y avait aucun équivalent français à cette étude, ni même européen. Et donc, j'ai réfléchi pendant un petit moment à faire les calculs moi-même à partir des siens, mais c'était beaucoup plus difficile que ça n'en avait l'air au début. Donc j'ai abandonné cette idée. Et donc voilà, la principale difficulté dans cette enquête, c'était l'absence d'études de base scientifique finalement. Tu veux dire que les industriels de la pet food ne communiquent pas sur le sujet en fait ? Alors non, pas du tout. Justement, on a essayé de contacter la FACO, qui est en fait la fédération des fabricants de nourriture pour animaux de compagnie en France. Sans grande surprise, ils ont refusé de répondre à nos questions. Et donc, il a fallu chercher les informations ailleurs parce que eux-mêmes ne communiquent rien à ce sujet. Et donc, il a fallu chercher l'information ailleurs. Et donc, pour apporter un petit peu un œil local entre guillemets et ne pas s'en tenir simplement à la traduction de l'étude de Gregory Hawkins, je me suis rapproché d'une docteure vétérinaire nutritionniste française et de 2 lanceuses d'alerte spécialisées justement dans l'industrie du pet food et de la nourriture pour les animaux. Alors qu'est-ce qui t'a surpris dans tout ce que tu as découvert ? Alors déjà, les premiers éléments qui m'ont vraiment surpris, c'était dans l'étude d'Hawkins. Il explique qu'aux États-Unis, les États-Unis en fait c'est les plus gros propriétaires entre guillemets d'animaux de compagnie. Ils comptent environ 78 millions de chiens et 85 millions de chats. Et donc la consommation de viande de ces chiens et de ces chats états-uniens est responsable du rejet d'environ 64 millions de tonnes d'équivalent CO2. C'est à peu près les émissions nécessaires à la fabrication et l'utilisation de 753 millions de smartphones. Donc quand j'ai lu ces chiffres, j'étais vraiment interloqué. Et puis il ajoute qu'en fait leur consommation d'énergie alimentaire est à peu près équivalente à celle de 62 millions d'Américains, soit 1/5 de la population des États-Unis. Donc c'est vraiment considérable.
les coulisses de le média de l'écologie. Donc à partir de là, on s'est posé d'autres questions et notamment finalement combien d'animaux on abat pour nourrir nos animaux à nous. Et la réponse assez étonnante des 3 sources françaises que je citais juste avant, c'est que on abat, selon elles, aucun animal. Tout simplement parce qu'elles parlent de recyclage de pièces délaissées par la nourriture humaine. Donc concrètement, ça s'appelle des sous-produits. Donc c'est pas la viande que nous-mêmes on va consommer, mais c'est ce qu'il en reste une fois que l'homme en fait a pris ce qu'il désirait. Donc en fait, on parle de poumons, de rats, d'os, de testicules, de foie, de cœur, d'œsophage, de babine, enfin plein d'aliments qu'on consomme pas nous. Et la FACO, donc la fédération de fabricants dont je vous parlais tout à l'heure, se targue même d'agir pour l'environnement en fait, d'être un acteur de l'écologie. Et ils disent que plus de 600 000 tonnes de viande sont ainsi sauvées du gaspillage par an chaque année en France. Donc voilà. Bon il n'y a pas de problème finalement. Oui et non, parce qu'en fait cet argument il repose sur l'hypothèse que la viande qui est destinée à ces animaux est non comestible pour l'homme. Sauf que c'est faux, parce que tout simplement tous les sous-produits qu'on utilise pour créer les croquettes, les pâtés, etc., sont obligatoirement déclarés propres à la consommation humaine avant d'être envoyés justement dans les usines, etc. Donc en fait, tout simplement, c'est des produits qu'on pourrait consommer, mais qu'on ne consomme plus ou qu'on refuse de consommer. Grégory Hawkins, il développe pas mal cette idée-là. Une grande partie des croquettes et des pâtés sont finalement comestibles pour l'homme. Et il explique même qu'il y a pas mal de personnes en grande précarité aux États-Unis qui consomment des pâtés pour chiens ou pour chats. Et donc, il explique que c'est la preuve que finalement, on pourrait le manger. Et il dit même que si on partait de l'hypothèse qu'un quart de l'énergie animale du pet food américain était consommé par l'homme, ça permettrait de nourrir 26 millions d'Américains. Donc c'est vraiment colossal. Quelle est finalement ta conclusion ? Est-ce que tu as arrêté de donner des croquettes à ton chat ? Alors non, j'ai pas encore arrêté de donner des croquettes à mon chat, mais ça permet de s'interroger en revanche sur la nourriture de demain. Comment peut-on faire pour continuer à avoir des animaux de compagnie sans participer avec une telle ampleur au dérèglement climatique et tout ça. Et donc en fait, il y a des entreprises qui travaillent à l'élaboration de croquettes alternatives, mais même ces croquettes alternatives, c'est pas la panacée. Par exemple, on a des croquettes créées à partir de cellules cultivées de souris, mais ces croquettes en particulier, en fait, sont très énergivores parce que la culture de viande cellulaire est très énergivore. Donc, voilà, ça a aussi son mauvais côté. En France, depuis 2011, on a une entreprise qui crée des croquettes à partir de 2 espèces de scarabées. Donc là aussi, on pourrait se dire que c'est une bonne solution, mais d'un autre côté, même si ça a moins d'impact, on crée une nouvelle source d'énergie, donc c'est pas génial non plus. Et puis enfin, il y a la question des croquettes totalement végétariennes, voire véganes. Et donc là, on s'interroge à nouveau, est-ce qu'on peut rendre des animaux initialement carnivores végétariens ? Est-ce que c'est faisable ? Selon les personnes que j'ai interviewées, c'est faisable scientifiquement, c'est faisable dans les faits, mais pour l'instant c'est pas recommandé parce que les croquettes sont pas encore satisfaisantes, celles qui sont sur le marché, et les vétérinaires qui reçoivent des patients qui nourrissent leurs croquettes, qui nourrissent leurs animaux avec ces croquettes végétariennes ont souvent des carences. Merci Emmanuel Clévenot, journaliste à Reporter. On peut retrouver ton article ainsi que bien d'autres sur la question des animaux sur notre site reporter.net. Bonne journée à tous et à toutes. C'était les coulisses de Reporter. Pour nous aider à réaliser nos enquêtes, rendez-vous sur reporter.net/don.